Bonjour, bienvenue sur Diaf TV, merci de votre confiance. Alors aujourd'hui nous allons à la rencontre de quelqu'un, d'un personnage qui, de Kin Label à Paris en passant par Montréal et même les États-Unis, fait parler de lui à chacune de ses parutions. Alors, il s'agit de Patrick Mbeko, que vous connaissez certainement. Il est déjà venu nous présenter le Canada et le pouvoir Tutsi. Aujourd'hui, il vient nous présenter son nouveau livre, qui est déjà en tête de gondole sur Amazon. Il s'agit de Stratégie du chaos et du mensonge. Alors, auteur prolifique, à succès surtout, il est géopolitologue, politiste, chercheur et écrivain congolo-canadien. Alors nous allons de ce pas le rencontrer pour un entretien exclusif avec lui, en même temps que la parution de son livre. A tout de suite. Bienvenue sur Diaf TV, Patrick Mbeko. Merci. Installez-vous. Merci Patrick Mbeko d'être venu sur notre plateau, d'autant plus que vous êtes un peu souffrant, et donc on vous remercie d'être vraiment passé. Et justement pour nous présenter Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. C'est quand même un pavé dans la barre, plus de 650 pages, et vraiment avec plein de choses là-dedans que nous avons découvert. Alors, le problème, c'est que vous faites ce livre-là avec Monsieur Honoré Banda Zambo. Je ne sais pas si j'écorche, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui a été un proche de Mobutu, justement. Est-ce qu'il y avait une opportunité vraiment de pouvoir écrire ce livre avec Monsieur Mbanda? Oui, pour moi, oui, je pense, parce que, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade. Non, on sait que vous êtes souffrant. Vous savez, notre histoire à nous a souvent été racontée par les autres. Souvent, c'est par des non-africains. Et donc, moi, j'ai pensé qu'il était important d'avoir aussi le point de vue d'un acteur de premier plan dans la situation des Grands Lacs. Et il l'explique lui-même d'ailleurs dans l'avant-propos, la démarche entreprise pour que nous rédigeons ce livre. Pour moi, c'était important d'écrire ce livre avec un acteur important de la question des Grands Lacs. Donc bon, comme on l'a dit, c'est vraiment un véritable pamphlet, on va dire, contre l'Occident, mais pas seulement, contre aussi certains dirigeants africains qui sont finalement ces agents de l'Occident et mis en place pour créer les guerres. Alors, voilà, tout de go comme ça, on a envie d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pavé dans la mare, hyper long. On peut dire que c'est un travail de fourmi. C'est un vrai travail de fourmi parce que sur les 650 pages, les notes de bas de page, il y a plus de 500. Et au niveau de la bibliographie, il y a une tonne de livres qui corroborent en fait le propos de ce livre. Alors, Stratégie du chaos et du mensonge. Poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Pourquoi faire ce livre-là, justement? Pour nous, il était important de toucher du doigt les vrais acteurs, de désigner les vrais acteurs. Parce qu'on a souvent parlé des acteurs africains, d'ailleurs que nous désignons, pour ne pas qu'on nous accuse de faire de l'anti-occidentalisme primaire. Donc on a commencé d'abord par désigner ces agents africains, mais nous disons attention, ces agents ne représentent qu'un bout d'iceberg d'un système beaucoup plus vaste, ayant comme tireur de ficelle les pouvoirs de l'argent du Nord, donc les États occidentaux, notamment les États-Unis et leurs alliés. D'accord. Alors, on va commencer à parcourir le livre, qui est extrêmement riche. Merci. Alors, on va sauter l'introduction, l'avant-propos, où justement Monsieur Banda explique sa démarche et donne, n'est-ce pas, une certaine vision des Grands Lacs. En tant qu'ancien quand même, on essaie de comprendre, et notamment le premier chapitre, vous parlez de la genèse de ce conflit-là, qui est très lointain, et que les nouvelles générations ne maîtrisent pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez réellement montrer, notamment à l'Afrique en général, et aux Congolais en particulier? Il est important aujourd'hui que les Africains sachent identifier les véritables acteurs des tragédies que connaît le continent. Pour nous, c'est très important. La région des Grands Lacs
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en Libye, vous allez en Tunisie, vous allez aujourd'hui au Burkina, où les peuples sont descendus dans la rue. Nous avons toujours le même schéma, les mêmes tireurs de ficelles, les mêmes acteurs de l'ombre qu'on ne voit souvent pas. Et pour nous, je pense, nous avons pensé qu'il était important de vraiment pointer du doigt ces gens-là. Parce que très souvent, nous nous en remettons à des gens qui sont à l'origine de nos misères. Dans votre précédent livre, qui s'intitulait « Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda », ça vous a créé des inimitiés ici ou là. Et avec ce nouveau, c'est encore une charge contre justement tout ce qui est complot au niveau des Grands Lacs. Ne croyez-vous pas que finalement, dans ce conflit qui a déjà fait plus de 8 millions quand même de morts, le plus grand génocide du XXe siècle, que finalement, il ne pourra jamais se terminer? Je pense que ça peut se terminer seulement si les Africains se responsabilisent. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand même, il faut dire, parce que dans notre livre, on ne peut pas nous accuser de faire de l'anti-occidentalisme primaire. Nous parlons tant des Africains que des Occidentaux. Et nous disons que les Africains parlent de responsabilité. Et nous pensons que ce livre va responsabiliser les Africains afin qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt à vivre en harmonie que vivre en antagonisme, un antagonisme qui sert des intérêts lointains, qui n'ont rien à foutre avec le bien-être des Africains. Donc voilà. Et donc, bon, justement, quand on le parcourt, hein, ce livre-là, qui est vraiment immense, hein, on l'a dit tout à l'heure, on voit le jeu trouble, justement, des ONG. On voit le jeu trouble du HCR, hein, notamment dans le Kivu. Vous l'expliquez très bien, d'ailleurs. Mais qui est derrière tout ça, finalement? Ce sont les mêmes puissances qui sont à l'origine de la guerre. Le HCR, les ONG, y compris les Nations Unies, justement, avec leur fameuse mission, la MONUSCO. Donc il y a même un rapport que nous reproduisons, oui, où on voit clairement que la MONUSCO ne fait rien. En fait, toutes ces institutions-là n'ont pas pour mission de servir la paix ou de soulager les souffrances. Elles ont pour mission de pérenniser un état de fait qui profite aux puissances occidentales qui tirent les ficelles dans l'ombre. C'est ça la réalité. Quand vous voyez la mission des Nations Unies en viol à quelques mètres des campements de l'ONU, les ONG viennent, soi-disant pour soulager la paix, les misères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans les ONG qui travaillent vraiment pour soulager les misères ou la misère dans l'Est du Congo. Mais il faut que les gens comprennent que les ONG font partie d'un système beaucoup plus vaste. Le même système qui provoque du chaos et qui, de l'autre main, fait semblant d'apporter des solutions à au même chaos qu'il a provoqué. Donc c'est pour cette raison que vous avez l'ONU qui prétend maintenir la paix en même temps qu'elle reste passive quand on viole, on pille ou on massacre des populations par les armées étrangères du Rwanda et de l'Ouganda. De l'Ouganda, justement. Voilà. Mais c'est ça le problème. Pourquoi l'ONU ne condamne pas ces deux États qui créent le chaos, justement, dans le Kivu, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda, comme vous l'expliquez très bien dans ce livre-là. On n'arrive pas à comprendre. Vous savez, il est arrivé à l'ONU de condamner. Mais quand l'ONU condamne, ces condamnations ne sont suivies des faits. Parce qu'il y a des puissances au Conseil de sécurité qui soutiennent le Rwanda et l'Ouganda. Donc, les puissances qui agressent le Congo via le Rwanda et l'Ouganda. Donc, il devient dès lors difficile pour les Nations Unies d'adopter une position assez cohérente, une position assez ferme envers ces pays-là. Vous savez qu'il y a eu des dizaines de rapports des Nations Unies sur le pillage des ressources. On n'en parle pas, ça passe à côté de la plaque parce que derrière ce pillage, il y a des ressources naturelles qui profitent non pas seulement au Rwanda, mais à ceux qui soutiennent le Rwanda. Et nous montrons d'ailleurs dans ce livre-là que le Rwanda n'est qu'un point de passage, en réalité. Parce que les ressources qui sont pillées par les Rwandais ne s'arrêtent pas au Rwanda. Elles sont exportées à l'étranger, notamment en Occident et en Asie. Mais même en Asie, ce sont toujours des multinationales occidentales qui sont installées en Asie, qui vont utiliser ces minerais-là pillés au Congo. Et justement, on va revenir, avant de parler justement des trois dirigeants
de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda sur le phénomène Kagame. On voit dans le livre, vous le décrivez déjà très très bien dans le livre, comment il permet que, par le phénomène d'encerclement, je crois que c'est au chapitre 2, où il favorise la fuite des Rwandais, notamment les Hutus, dans cette zone du Kivu, et il les attaque, mais il accuse justement les autres d'être derrière ces massacres-là. Comment expliquez-vous? Si vous regardez la stratégie de Kagame, nous on avait voulu comprendre en fait comment nous en sommes arrivés là. L'Est du Congo, toujours instable, il y a toujours les armées rwandaises. Depuis 1994, c'est ça. Pratiquement. Et nous avons voulu comprendre. Et en étudiant la stratégie militaire, on arrive à la conclusion que Kagame voulait avoir un prétexte. Et ce prétexte était la présence des réfugiés à l'est du Zaïre, donc actuelle République démocratique du Congo. Et donc il les a poussés là-bas pour trouver le prétexte d'envahir ce pays. Et donc, vous allez voir qu'il y a eu des réfugiés Hutus en Tanzanie et au Burundi. Mais là-bas, il n'y a pas eu de problème. C'est beaucoup plus au Zaïre parce qu'il y avait un regard braqué sur ce pays qu'on voulait déstabiliser depuis très longtemps. Donc, c'est pour cela. Mais il y a un élément aussi important qu'il faut prendre en compte. C'est que vous dites qu'ils tuent et ils accusent les autres. C'est ce que nous expliquons. Mais regardez la politique américaine. Ils ont tendance à accuser les autres de commettre des crimes qu'eux commettent ou que leurs agents commettent sur le terrain. Donc Kagame étant un pur produit du système américain, on comprend parfaitement sa stratégie qui n'est inspirée que du grand maître américain. D'accord. Là, on comprend mieux avec vos explications. Et est-ce que, on revient au Zaïre, hein, l'actuelle RDC, on se dit quand même que l'ancien pouvoir, justement, de Mobutu, a été très naïf dans ce dossier-là, de permettre, n'est-ce pas, l'installation non seulement de Museveni, hein, il a accepté carrément que Museveni prenne le pouvoir en Ouganda, et ensuite a plus ou moins laissé faire, finalement, alors que c'est eux qui avaient repoussé en premier les forces du FPR. Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, vous allez remarquer, et nous expliquons d'ailleurs, que Museveni avait été soutenu par plusieurs chefs d'État de la région. Il y avait le président de la Tanzanie, le président Nyerere. Oui. Il y avait même le président Habyarimana qui avait soutenu Museveni aussi. Justement, oui. Et donc, il y a le passage... Parce qu'au tout début, Museveni se présente comme un marxiste. Il parle de du panafricanisme et tout ça. Et donc, les autres chefs d'État se disent, vu que l'Ouganda est en perpétuelle déstabilisation, instabilité, nous allons soutenir Museveni, le panafricaniste, et nous comptons ainsi travailler avec lui pour pacifier la région. Or, Museveni avait son agenda à lui personnel. C'est que quand il arrive au pouvoir, son agenda à lui, c'est d'établir dans la région des Grands Lacs une république des Nilotiques. Donc, une république Tutsi dans la région des Grands Lacs. Et en plus, il était soutenu par des Tutsis, exilés Tutsis qui est en Ouganda, dont Paul Kagame et Fred Rwigema. Et donc, nous avons ça. Et donc, les chefs d'État qui l'ont soutenu ont été surpris et ont même été trahis. Le plus grand, celui qui est considéré comme le père spirituel de Museveni, c'est le président Nyerere. Et même lui aussi, il s'est senti floué. Pourquoi? Parce que Museveni arrive au pouvoir, il a son agenda personnel et il comprend que pour atteindre ses objectifs, il doit se lier au couple anglo-américain, qui l'a d'ailleurs aidé aussi à prendre le pouvoir. Et donc il va se lier, il va devenir le sous-traitant, l'agent africain du couple anglo-américain pour non seulement aider ce couple-là à s'emparer de la région qui était très francophone, qui était sous influence française, mais aussi ce soutien lui permet lui aussi d'avancer ses propres cartes dans la région, c'est-à-dire d'établir une république de Nilotique dans la région des Grands Lacs. D'accord. Là, on comprend mieux, justement. Alors, on va sauter, on peut revenir, on va aller au chapitre 7, qui est édifiant. C'est celui des trois cas. Hein? Donc, Kagame, Kabila et Kaguta, je crois. Kaguta Museveni. Alors, vous dites que ces trois personnages
sont finalement des agents étrangers. On se dit, bon, Museveni, oui. Kagame, oui. Mais Kabila, on se pose des questions justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi Kabila est lui aussi agent étranger alors qu'on lui a dit récemment qu'il ne fallait pas qu'il renouvelle son mandat? Oui, c'est très important pour nous. Ça a été important de nous attarder sur le rôle des trois personnages. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans le cas de la RDC, beaucoup d'observateurs n'arrivent pas à bien comprendre ce qui se passe. On a des rébellions qui naissent, qu'on qualifie de rébellions congolaises, alors qu'il s'agit en fait d'agents rwandais. Et nous avons un chef de l'État qui ne bouge jamais. Je peux mettre quiconque au défi de chercher sur Internet une déclaration du président Kabila qui fustige ou qui condamne l'agression du Congo. C'est très rare. Mais mieux, il faut que les gens sachent aussi que l'actuel président du Congo, qui a été imposé aux Congolais par la mal nommée communauté internationale, parce que c'est important que les gens le sachent, oui, ce monsieur-là a été aussi un agent de l'armée rwandaise. Ce n'est d'ailleurs pas nous qui le disons, il y a des éléments qui l'attestent, y compris les Rwandais, les militaires rwandais qui l'expliquent dans le livre. Il y a des témoignages qui disent que c'est d'abord un agent de l'armée patriotique rwandaise. Et si vous prenez plusieurs articles de la presse même, avaient relevé cet élément-là bien avant qu'il n'arrive au pouvoir. Ça aussi, c'est très important. Si on n'a pas un regard braqué sur le passé assez mystérieux de Joseph Kabila, on ne peut pas comprendre son rôle de cheval de Troie dans la déstabilisation du Congo. Et nous relevons plusieurs exemples, citons des noms, des numéros de matricule, même de certains militaires, pour montrer que Joseph Kabila est un agent étranger. Il faut relever par exemple les dires de l'envoyé spécial de l'Union européenne au Congo. Il dit, M. Aldo Agelo, que Kagame voulait s'assurer de l'élection de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'avec lui, les intérêts du Rwanda seront préservés. Ça, c'est l'envoyé spécial de l'Union européenne qui le précise dans le livre. Et Joseph Kabila lui-même n'a jamais donné de gage au peuple congolais qu'il travaille à préserver les intérêts du Congo. Nulle part. Et vous allez voir dans le livre que nous expliquons comment il est arrivé au pouvoir, parce que c'est important. 3 semaines avant l'assassinat de son fameux père, il est impliqué dans un acte de trahison qui avait permis à l'armée rwandaise de s'emparer d'une ville importante du Congo qui s'appelle Pweto. Son fameux père l'avait fait coffrer. Oui. Ça aussi, les gens l'oublient. Et il l'a éloigné de lui. Jusqu'à sa mort, le président Laurent Désiré Kabila n'avait plus adressé la parole à son fameux fils, que nous présentons comme son fils adoptif. Oui. Et nous revenons aussi, nous remontons plus loin à sa biographie pour relever des zones d'ombre dans sa biographie officielle. Exactement. On commence par nous dire qu'il est né dans un endroit qui s'appelle Ewabora. Or, cet endroit-là n'existe pas en réalité. Parmi les régions, les villages du Congo. Et vous donnez d'ailleurs son vrai nom. Oui, son vrai nom qui est Hippolyte Kanambe. Oui. Qui était Hippolyte Kanambe. Son père, Adrien Kanambe, avait été proche de Laurent Désiré Kabila. Mais c'était un Rwandais qui combattait le régime de Kigali, le régime Hutu de Kigali. Et donc, il se retrouvait aux côtés de Laurent Désiré Kabila qui combattait le régime du président Mobutu. Donc, ils avaient des ennemis communs, de part et d'autre. Donc, on explique tout cela et nous donnons des détails. Et nous tenons à dire aujourd'hui, je tiens à dire aussi que la première personne qui avait révélé d'ailleurs cette information, c'est le co-auteur de ce livre-là, M. Ngbanda, qui, doit-on le rappeler, était l'ancien patron des services secrets zaïrois, ancien ambassadeur du Zaïre en Israël, et aussi le conseiller spécial du président Mobutu en matière de sécurité. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'anecdotes d'ailleurs qui montrent le rôle important qu'il a joué. Et il le fait de façon subtile, que oui, le co-auteur du livre était présent à telle réunion, etc. Oui. Mais justement, on se pose des questions. On se dit, mais si vous le révélez, est-ce que les Congolais n'ont pas pris conscience de ce qui se passe? Pourquoi nous nous posons cette question? Simplement parce que quand on parcourt le livre, il y a tellement de trahisons des proches de Mobutu, ceux qui ont été premiers ministres, ceux qui ont été ministres.
Boubacar Libon, et même Étienne Tshisekedi. Ils ont tous trahi et aujourd'hui, on nous dit que c'est Étienne Tshisekedi qui doit être président de la RDC. Mais comment? Mais d'ailleurs, dans le livre, nous relevons au moins, nous avons au moins l'honnêteté de dire que oui, il y a l'Occident, mais il y a une responsabilité de la classe politique congolaise. Et nous revenons là-dessus très souvent. Parce que, je vous donne un exemple. Nous, on a discuté avec des gens du pouvoir. Certaines personnes qui vous disent que nous savons que Joseph Kabila travaille pour les intérêts du Rwanda. Mais que faites-vous à côté de ce terme? Oui, voyez-vous, c'est là le problème de fond. La classe politique congolaise a trahi le peuple. Il ne faut pas avoir peur ou honte de le dire. Nous pouvons fustiger l'Occident, mais nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que nous avons une part de responsabilité, en tout cas la classe politique congolaise. Donc je pense qu'il faut regarder ça à ce niveau-là, parce que quand vous regardez le premier chapitre, nous faisons la jeunesse, nous expliquons tout ce que le président Mobutu a adopté comme démarche durant le processus de démocratisation et le rôle trouble de la classe politique, notamment de sa famille politique, et aussi de l'opposition, qu'on appelle l'opposition chez nous. Donc je pense que là, nous devons avoir le courage de nous regarder dans le miroir et de dire la classe politique congolaise porte une lourde responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, justement, je crois que c'est au chapitre 5, je disais qu'on allait se balader comme ça. Bon, c'est vrai que les lecteurs découvriront. Hein. C'est le chapitre 5, avec un titre très évocateur, qui est le génocide ou stratégie du sacrifice utile. Ouais. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire, on nous a toujours dit qu'il y a eu un génocide au Rwanda. J'ai eu à traiter de ça dans les ouvrages précédents. Tout à fait. Mais dans ce livre, j'ai voulu montrer qu'il n'y a pas eu de génocide, mais il y a ce qu'on qualifie de stratégie de sacrifice utile. Donc, ceux qui prétendent être les victimes sont ceux qui ont en fait orchestré ce génocide pour atteindre leurs objectifs. Et là, cette fois, nous n'avons pas voulu faire parler les témoins de l'autre camp, du camp antagoniste. Nous avons fait parler ceux qui étaient au cœur du système FPRien. Et je tiens à rappeler que moi, j'ai eu des entretiens même avec les anciens proches du président Kagame, qui sont aujourd'hui en exil. Oui, j'ai eu à discuter avec le colonel Patrick Areguea qui a été assassiné, paix à son âme. J'ai eu parfois discuté aussi avec Théogène Rudasingwa, qui était le directeur de cabinet de Paul Kagame. Et vous allez voir, même à la fin de ce chapitre, je reprends d'ailleurs le billet de Théogène Rudasingwa, qui dit que nous devons avoir le courage de dire la vérité si nous voulons aujourd'hui crise de conscience. Voilà, c'est une crise de conscience et que moi je salue, mieux vaut tard que jamais. Ce sont des Tutsis et il a dit, hein, il dit je suis Tutsi. Vous aurez de la difficulté à me traiter de négationniste parce qu'aujourd'hui, les journalistes et certains faiseurs d'opinion ont cette facilité de qualifier quiconque qui conteste la version officielle de négationniste ou de révisionniste. Mais là, vous avez un Tutsi qui est au sein du système et qui dit l'histoire que vous racontez n'est pas la bonne. Et moi, je suis Tutsi, je vous dis ce qui s'est réellement passé. Et vous aurez de la difficulté à m'accuser de quoi que ce soit parce que je suis Tutsi. Donc voilà. Et donc, après, bien évidemment, quand on parcourt le livre, hein, on se rend compte que finalement, dans ce jeu trouble, les Américains, qui tirent les ficelles, enfin les anglo-saxons en général, hein, notamment le Canada, oui, que vous connaissez très bien, il y a un jeu, comment peut-on expliquer ça, qui est très trouble en fait, qui est très trouble parce que on ne condamne personne. C'est-à-dire que il y a des crimes de guerre qui sont commis, notamment dans le Kivu. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qu'on viole, mais jamais, jamais, notamment la CPI ou l'ONU, n'a eu à désigner des personnes qu'on doit condamner, des chefs de guerre, etc. Je crois qu'il y a eu un seul chef de guerre en RDC. Oui. Pourquoi cet état de fait? C'est quand même assez paradoxal, le plus grand génocide. Oui, parce que ceux qui commettent ces crimes-là sont des agents du pouvoir américain. Et quand on sait tout le poids des États-Unis sur toutes ces institutions, on peut comprendre le laxisme de ces institutions-là dans les crimes qui se commettent à l'est du Zaïre, du Congo. D'accord. Alors, justement, on va aller hein, toujours, sans faire découvrir l'essentiel, n'est-ce pas, aux lecteurs. C'est à la fin, hein, avec une conclusion qui est
qui est très ouverte, hein, qui amène à la discussion où vous dites, voilà, on a essayé de montrer que voilà, les Africains doivent se réhabiliter, prendre conscience de leur capacité, de leur valeur morale. Et donc, la question, elle est simple. Que voulez-vous dire aux Africains en général et aux Congolais en particulier avec ce livre-là? Dans la conclusion, nous le disons hein, clairement, pour nous, et c'est ce que j'ai dit au début de l'émission, pour nous le plus important, c'est d'abord de faire prendre conscience des véritables enjeux. Les Africains ne sont pas les maîtres de leur destin dans la mesure où, aujourd'hui, tout est décidé de l'extérieur avec l'aide de certains Africains corrompus, donc les agents du système. Après avoir expliqué et révélé cela, il faut maintenant leur dire, nous avons aussi une responsabilité, celle de refuser d'être les agents du système étranger, celle de lire l'histoire, de comprendre les événements en fonction de nos intérêts, pas des intérêts étrangers. Nous relevons l'exemple du Congo avec les élections. Oui. On nous a imposé 2 élections et nous avons vu à quoi tout cela a abouti. Et aujourd'hui, on nous demande encore une fois d'aller aux élections pour pérenniser un système. Donc, pour nous, nous disons aujourd'hui que sans maîtrise des enjeux nous concernant directement, nous pourrons proposer des pistes de solutions viables à nos problèmes. Donc le diagnostic est toujours important. Il faut un bon diagnostic pour arriver à des pistes de solutions sérieuses. Et donc nous croyons avec ce livre, pas seulement les populations des Grands Lacs, mais aussi les autres Africains comprendront le danger auquel la plupart de nos pays sont confrontés. Parce qu'on parle aussi des stratégies de balkanisation et on dit, oui, ça ne concerne pas seulement le Congo. Ils ont commencé avec le Congo, mais ils ont vite balkanisé le Soudan. Et donc, il y a eu des vérités de balkanisation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Cameroun, avec toutes ces histoires qu'on crée de toutes pièces. On ne sait pas qui tire les ficelles. Il y a des pays comme le Nigeria. Et ces gens, connaissant certains antagonismes qui existent dans nos pays, sur le plan intérieur, vont reposer leur stratégie sur ces antagonismes-là pour avancer leurs cartes et arriver à leur fin, démembrer des pays africains parce que c'est le but ultime. Donc pour nous, nous pensons qu'il est important que les Africains... les affaiblir et voilà, piller... Parce que les explications que nous donnons, c'est d'abord une explication africaine au problème de l'Afrique. Parce que nous pensons qu'il faut aussi des solutions africaines au problème de l'Afrique et non des solutions conçues quelque part en Occident qu'on nous impose, qui ne règlent pas nos problèmes, mais les amplifient. Donc au fond, c'est ça. Alors, le transfert tire à sa fin. On va parler des médias. Vous parlez énormément de médias. Et à la deuxième partie, il y a une citation de Laurent Gbagbo, justement l'ancien président ivoirien, qui dit « Les médias n'écrivent pas l'histoire, ils n'en ont ni les moyens, ni le temps, ni la vocation. » Alors, justement, les médias occidentaux ne sont-ils que simplement la caisse de résonance des pouvoirs en place? Et que faut-il faire pour contrecarrer cette propagande? Là, on peut parler de propagande. Les médias occidentaux. C'est pour ça qu'on parle de stratégie du chaos et du mensonge. Oui. Parce que le mensonge, ce sont les médias. Et le président Gbagbo a raison. À qui appartiennent les médias? La plupart des médias en Occident. C'est des pouvoirs financiers, oui. Des pouvoirs financiers qui ont des ramifications avec ceux-là qui entretient le chaos en Afrique. Il ne faut pas que nous l'oublions. Donc, que pouvons-nous faire? Nous devons déjà commencer par soutenir des initiatives comme la vôtre, aujourd'hui, Diaf TV, merci, qui informe les Africains. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons tendance, nous Africains, à penser que la vérité doit sonner blanche pour que ça ait un sens. Quand c'est des médias de propagande comme BFM TV, Radio-Canada, CNN, qui disent une chose, là nous acclamons, nous disons, ah, on a déjà sur CNN. Mais il y a des Africains qui travaillent sérieusement, qui n'ont pas d'intérêt. Je ne pense pas que vous n'avez pas d'intérêt ou que ce soit pour nous informer, absolument pas. Et donc, nous devons commencer aussi par soutenir déjà ces frères africains qui nous informent sérieusement. Nous devons aussi comprendre que notre histoire, c'est nous qui devons l'écrire. Les médias occidentaux, dans le cas de l'Afrique, sont eux qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des
conflits, quand vous parlez des problématiques en Afrique, nous ressassons beaucoup plus ce qui est dit en Occident, notamment dans les médias. C'est ça la réalité. Or, ils n'ont pas cette capacité, ils ont cette capacité parce que nous leur permettons de nous endoctriner. Nous devons dire stop. Parce que même en Occident ici, les populations occidentales se détournent de leurs médias. Parce que le petit peuple se rend compte que ces gens servent des intérêts autres que les intérêts du peuple. Ils ne sont pas là pour nous informer réellement. Ils nous informent en nous désinformant. Belle formule, hein. Voilà, bon, écoutez, merci Patrick Beko hein, d'être venu sur ce plateau. Et donc, stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs, c'est un livre que nous vous conseillons vivement, qui a d'amples renseignements sur l'Afrique des Grands Lacs, et bien évidemment qui est un manuel de conscientisation. Et donc vraiment, il faut l'acheter. Il est publié chez l'Érablière, hein, éditeur. Et donc voilà, on mettra toutes les coordonnées sur Internet. Hein, et vous verrez que vraiment, il est d'une richesse énorme. Et nous préconisons que ce genre de livre soit étudié en matière d'histoire, parce qu'on n'écrit pas notre histoire dans les manuels scolaires. Voilà. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt sur DIAF TV.